Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pour tout vous dire. En 2020, sous l'effet de la crise sanitaire, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'UE, supplantant pour la première fois les États-Unis à cette place. Alors que l'économie mondiale commence à se remettre des effets de la pandémie et amorce sa relance, la 4e édition de la China International Import Expo ouvre ses portes à Shanghai du 5 au 10 novembre 2021 pour présenter aux importateurs chinois les meilleurs produits venus de l'étranger. Nous allons revenir dans cette émission sur cette foire qui est la plus grande foire des importations au monde et une porte d'entrée sur la Chine. Et ce sera pour nous l'occasion de nous intéresser aux échanges commerciaux entre la France et la Chine. Pour en parler, nous avons réuni aujourd'hui sur le plateau de Pour tout vous dire Marc-Antoine Jamet, secrétaire général du groupe de luxe LVMH, et Élie Papiernik, cofondateur de l'agence de design 100 degrés, qui nous diront tout sur ce que le marché chinois a à offrir aux exportateurs français. Et puis, nous en apprendrons plus sur la manière d'appréhender la Chine avec les auteurs de Mieux comprendre la Chine qui nous rejoindront dans la deuxième partie. Bonjour Marc-Antoine Jamet et Élie Papiernik. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans cette émission. Élie Papiernik, vous avez fondé avec un partenaire l'agence d'intelligence de marque 100 degrés en 1988 à Hong Kong. Oui. Aujourd'hui, c'est l'une des plus importantes entreprises de design en France qui accompagne des marques entre l'Asie et l'Europe et qui a des bureaux dans plusieurs villes de Chine, 5 je crois. Et vous, Marc-Antoine Jamet, vous êtes secrétaire général du groupe de luxe LVMH depuis 2001. Vous êtes aussi, entre autres choses, vice-président de la Fédération des industries de la parfumerie et président du pôle de compétitivité Cosmétique Valais. Et vous êtes aussi maire et conseiller départemental d'une petite commune de l'Eure. Voilà, c'est un loisir. Alors, LVMH et 13 de ces maisons ont participé à la foire des importations de Chine pour la première fois en 2019 en tant que partenaire majeur de cet événement. Ce sera de nouveau le cas cette année. C'est un événement de premier plan pour la Chine et pour LVMH. Et pour nous, très certainement, c'est le moyen d'aller à la rencontre de nos clients chinois, à la rencontre des officiels chinois, à la rencontre des partenaires chinois, à la rencontre des compétiteurs et parfois des rivaux chinois. Mais c'est un formidable porte-voix, un moyen de se faire entendre. Nous avions participé il y a 2 ans sur le thème du Paris éternel. On y voyait une tour Eiffel qui était faite en Mal-Vuitton. On avait vu déjà une dizaine de nos entreprises. Frédéric Arnault, le fils de Bernard Arnault, menait notre délégation et nous avions été très heureux d'être là. Également là au forum de Hongqiao, puisque ce qui nous plaît dans le China International Import Expo, c'est qu'il y a à la fois une dimension tout à fait commerciale, mais il y a aussi une dimension de réflexion. Qu'est-ce que le commerce? Qu'est-ce que le marché chinois? Où allons-nous aller? Et c'est le forum de Hongqiao. Exactement. Et cette année encore, Antoine Arnault, pour parler d'environnement, Tony Belloni, qui est notre directeur général, qui est italien, mais qui est un Français de cœur, parlera, lui, du consommateur chinois. Être là, réfléchir, participer à ce débat, c'est important. Puis avoir 14 de nos maisons qui seront là autour de thèmes qui nous sont chers. La nature, l'environnement. Nous, on emprunte tout à la nature. Les parfums, on les emprunte à la nature. Le jasmin, l'ylang-ylang, la vanille, c'est la nature. Nos vins et spiritueux, on les emprunte à la nature, parfois au pied de l'Himalaya d'ailleurs. On a un superbe vignoble qui s'appelle Aoyun, qui est un vin rouge chinois remarquable. Et puis, il est clair que la maroquinerie, la mode, c'est aussi un emprunt à la nature. Et donc, montrer aux consommateurs chinois, qui y est très sensible, je crois, que tout ce que nous faisons, c'est dans le respect de la planète, de la biodiversité et de l'environnement, c'est important. Une formidable fenêtre sur le marché chinois, un formidable moyen de venir avec nos marques. On en a 76, 14 seront là, je vous assure que ce seront les plus importantes et que tous ceux qui viendront verront un pavillon extraordinaire de 100 mètres carrés plus important qu'il ne l'était il y a 2 ans, 500 mètres carrés, maintenant 600 mètres carrés. Je ne sais pas si nous sommes là dans 1 an ou dans 2 ans, s'ils ne feront pas 700, 800, 900, puis peut-être qu'un jour on sera à l'ensemble de la foire. Non, je ne crois pas tout à fait. Alors LVMH est présent depuis 1992 en Chine avec l'ouverture d'une première boutique, je crois que c'était au Grand Hôtel de Beijing. Exactement. Et c'est aussi le cas de l'agence 100 degrés Élie Papiernik qui est née à Hong Kong et qui est présente en Chine depuis 35 ans avec de nombreux bureaux, je le disais tout à l'heure. Pourriez-vous nous parler, en tant qu'observateur sur place depuis toutes ces années, de l'évolution des marques françaises en Chine? Alors, il y a une évolution, bien sûr, du fait de l'évolution du client chinois.
Mais il y a un premier élément qu'il faut savoir avec la clientèle chinoise, c'est la relation qu'ils portent à nos marques. La relation qu'ils portent aux marques en général et à nos marques en particulier. Et c'est très important de casser un peu les caricatures. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a une clientèle assez fortunée pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas pouvoir donner aujourd'hui, mais en particulier la politique de l'enfant unique. Donc on a une clientèle jeune et fortunée qui n'est pas seulement dans une volonté d'acheter des produits parce qu'ils sont chers ou parce qu'ils sont luxueux. Ils sont dans une relation d'amour. C'est-à-dire qu'il y a une passion, mais immense. Alors c'est vrai que quand je dis ça, souvent, ça fait sourire, parce que ouais, c'est une vision très, très française, très romantique. Mais en fait, c'est réel. D'abord, les Chinois sont très émotionnels. Ils ont une relation très, très spontanée, très forte, très enthousiaste, un peu de manière enfantine au sens très positif du terme. Et donc, ils sont passionnés par nos marques. Mais en même temps qu'ils sont passionnés, ils sont très exigeants. C'est-à-dire qu'ils vont, toutes les histoires sur le champagne, sur le cognac, sur la façon dont sont faits les parfums, etc., ils vont aller voir dans le moindre détail si ce qu'on leur dit est vrai, si ce qu'on leur dit est véritable, est raffiné, si le raffinement est là. Et dès qu'il y a une faute de goût, c'est-à-dire qu'ils nous attendent à un niveau d'exigence, de direction artistique, de qualité, même de fabrication très élevé. Dès lors qu'ils ils ont l'impression d'être trompés, leur réaction va être assez violente. Donc, ce qui est important à savoir justement, c'est que je pense que nos marques ont beaucoup de succès, nos marques françaises, mais aussi nos marques occidentales ont beaucoup de succès, et on a besoin de maintenir cette exigence de manière très, très importante. Un niveau d'exigence très élevé du consommateur chinois. Nous allons maintenant nous rendre à Versailles, à quelques pas du célèbre château, pour découvrir une petite entreprise française qui produit des savons depuis 2016 et qui rencontre déjà un certain succès en Chine. Un petit morceau de France dans un savon. Poudre de riz, pétales d'églantine, bassin de Neptune. Avec ses savons aux noms évocateurs, cette toute jeune marque versaillaise a imaginé des fragrances rappelant l'ancienne cour royale française. Des produits fabriqués en Provence, dans la tradition des savons de Marseille, avec des senteurs venues de Grasse, la capitale française du parfum. Une formule qui fonctionne, en France comme à l'international, à l'époque de l'attrait pour le local et l'authentique. Versailles fait rêver le monde entier. Vraiment. Et je pense que ça rayonne. Nous, quand on avait fait les salons à l'étranger, au Japon et aux États-Unis, vraiment, c'est ce qu'on a remarqué dès qu'on a dit qu'on était la savonnerie royale de Versailles, qu'on était inspiré vraiment de l'histoire de France. On a une fragrance qui est inspirée de Marie-Antoinette. Et tout de suite, vraiment, les étoiles dans les yeux. Et la qualité, ce qui était assez étonnant, c'est que la qualité, ils savaient que le fait de fabriquer en France, les produits étaient de qualité. Du Made in France, avec un twist royal qui s'exporte même sur le vaste marché chinois grâce au live streaming très en vogue en Chine. On a eu 17 000 connexions en 2 heures, donc c'était absolument colossal et pas mal de ventes en Chine. Et ce qui était assez étonnant, c'est qu'en Chine, la fragrance, forcément, ils ne pouvaient pas sentir en direct, mais par contre, la description avec les parfums à la rose, avec des notes boisées inspirées de Marie-Antoinette, c'est ce qui a fait rêver. Communiquer avec ses clients, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Pour vendre en Chine, cette petite entreprise, qui compte 4 salariés, s'est associée à une plateforme de e-commerce qui assure toute la logistique et lui permet de surmonter les obstacles administratifs à l'export. Grâce à Ma France, c'est un énorme soutien pour nous, car on peut exporter nos produits en Chine très facilement et c'est vraiment incroyable comme plateforme. Il y a vraiment beaucoup d'aide, un suivi. C'est vraiment assez exceptionnel. Nous, en tant qu'entreprise française, on a juste à livrer nos produits aux consommateurs chinois, mais on le livre en France. Et après, Ma France s'occupe de tout. Avec la pandémie, les touristes chinois ont déserté Versailles. La puissance évocatrice des senteurs pourra les transporter dans le sillage du roi Soleil, le temps d'un savon. Alors, vous le soulignez tout à l'heure, l'intérêt des jeunes Chinois, notamment, des consommateurs chinois pour les produits français ne se dément pas, apparemment. Il y a une dimension culturelle et puis un attrait pour la qualité des produits. Comment les choses évoluent-elles alors qu'aujourd'hui, les consommateurs chinois ont accès à tous les produits du monde, notamment via le e-commerce, et aussi à des produits locaux
de plus en plus qualitatif, Marc-Antoine Jamet? Je crois qu'il y a 2 garanties qu'on doit donner aux consommateurs chinois. La première, c'est celle du fabriqué en France. Fabriqué en France, ça veut dire protection de l'environnement, authenticité des ingrédients, sécurité du consommateur et performance de l'innovation. Et ça, il faut lui assurer en permanence. Et la deuxième chose, il n'y a pas un consommateur chinois à qui on ne donnerait pas la totalité des produits, auquel on ne donnerait pas le meilleur des produits. Ça a été la stratégie d'autres groupes ou d'autres entreprises de faire des produits qui étaient pour le marché chinois. Le consommateur chinois trouve dans nos 1082 points de vente en Chine exactement la même chose que ce qu'il trouverait dans les boutiques les plus belles de Paris. C'est important. Et puis on voit bien que le consommateur chinois peut être un homme et pas simplement une femme. Et cette masculinisation de nos clients qui est visible en Europe, qui est visible en Amérique, on l'a vu en Chine, il est très exigeant, il va sur Internet, sur l'ensemble des réseaux sociaux avant, mais pendant qu'il achète et après. Et puis, il veut du premium. Il veut véritablement le meilleur de la France, best of France. Et ça, je crois qu'il faut lui donner. Mais en même temps, le meilleur, cette relation avec la nature, cette relation avec l'innovation, cette relation avec la tradition, qui est le propre de tous les produits LVMH. Le meilleur pour la Chine, le meilleur pour le consommateur chinois, qu'ils viennent en France. Il y en avait 2 millions, on espère qu'ils reviendront. Mais que nous allions, nous, et nous le sommes en effet, au Plaza 66 à Shanghai depuis très longtemps, depuis la fin des années 80 également, vous l'aviez dit, à Pékin, et puis maintenant dans toute la Chine, il est très important que le meilleur de la France arrive jusqu'au consommateur chinois. Élie Papiernik, vous voulez dire quelques mots justement sur le choix qu'a maintenant le consommateur chinois, notamment de produits locaux qualitatifs. Qu'est-ce qui fait que les produits français, par exemple, gardent leur attractivité? Alors c'est vrai que nous, ces dernières années, on a travaillé énormément pour des groupes locaux. Et donc c'est vrai qu'on a une connaissance en même temps des marques occidentales pour lesquelles on travaille, en France, dans le monde, et aussi pour la Chine, mais aussi pour ces groupes chinois. Donc c'est vrai qu'on regarde, on monitore beaucoup ce qui se passe aussi en marque locale. Donc il y a des acteurs qui sont en train de monter. Et ils sont en train de monter autour de quelque chose qui est la China Pride, c'est-à-dire la fierté de la Chine. Et donc, c'est vrai que les Chinois sont en train de retrouver, alors qu'ils l'avaient perdu, évidemment, pendant des décennies, on sait bien pourquoi, ils sont en train de retrouver cet intérêt pour la tradition. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout, à mon sens, en conflit avec, je disais tout à l'heure, l'amour de nos marques. Oui, ils ont une attirance pour leurs marques et aussi un amour des nôtres pour d'autres raisons, parce que c'est la tradition, c'est effectivement une fabrication française hors norme. Mais il faut savoir que certains, par exemple, certains Chinois, certains industriels chinois vont venir chercher des ingrédients en France. Donc, à nous aussi, je pense, de considérer ce marché. Je parlais d'exigence tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les Chinois nous disent, à nous, marques françaises, soyez à fond comme vous êtes. C'est vraiment je suis comme je suis. Hein, cette poésie française, c'est vraiment ça. C'est soyez à fond comme vous êtes et en même temps écoutez-nous dans ce que nous sommes et ce dont nous avons envie. Donc finalement, l'authenticité est au cœur. L'authenticité, un discours qui est fort, parfois, je crois, une forme de radicalité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'amenuiser nos différences. Il faut au contraire travailler sur nos particularismes, le côté, oui, français, avec tout ce que ça a de fort, peut-être de particulier, avec un style. Moi, je suis un homme de création, je suis un homme de design. Donc, c'est vrai que nos styles très forts, voilà, je crois qu'il faut continuer à pousser dans ce sens. Vous allez dans ce sens, Marc? Je crois qu'il y a 3 plus-values essentielles et qu'on apporte maintenant aux consommateurs chinois. Il y a la plus-value scientifique, c'est lui dire qu'en matière de protection de l'environnement, de sécurité, il est absolument sûr. Se fabriquer en France, se fabriquer chez LVMH, c'est cette certitude. Il y a la deuxième plus-value qu'on doit lui donner, elle est environnementale. Lui dire que la planète a changé et le nombre de jeunes Chinois qui deviennent de plus en plus conscients de l'environnement est très fort. Et je crois que ça rencontre une transformation profonde chez LVMH. Et puis la troisième plus-value, c'est la plus-value numérique. C'est de lui dire, vous achetez autrement, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous passez votre temps par le big data à regarder, à comparer, à savoir ce que pensent les autres. Eh bien, nous vous donnons cette transparence. Plus-value culturelle, scientifique, environnementale, et puis la plus-value du luxe, la beauté absolue. Alors, c'est un point crucial, hein, on le dit souvent, pour toucher les consommateurs chinois, le volet numérique. Pourriez-vous nous donner un exemple précis de l'importance de développer une stratégie digitale quand on veut exporter vers la Chine, Élie Papiernik? Oui, il y a plein d'exemples. Il faut savoir que, d'abord, vous savez, l'usage du mobile en Chine
Et je dirais qu'en Occident, il est immense, mais chez eux, ils ont beaucoup d'avance sur nous. Enfin, moi, dans les années 80, j'étais à Hong Kong et il y avait déjà tout le monde avec des téléphones portables. Et aujourd'hui, le téléphone portable est évidemment un outil clé. Et les plateformes comme WeChat, qui est une plateforme qu'on n'a pas, et qui est une plateforme complètement universelle, où on va avoir des jeunes de 15 ans comme des chefs d'entreprise de 60 ans, donc exactement sur la même plateforme. Et cette plateforme est devenue aussi une plateforme d'achat, etc. Et puis, il y a plein de plateformes qu'on connaît. Donc, c'est vrai qu'il y a une universalité de l'outil. Tous les achats, il n'y a plus de carte bleue en Chine, évidemment. Donc, tout se fait avec les applications. Les applications, Alipay, etc. Donc, il y a je pense que les marques qui réussissent en Chine sont des marques qui profitent de ces outils pour capter ce qui se passe, en fait. C'est qui sont mes consommateurs. On fait plus des sociostyles, ou on fait plus des target groups, comme on disait à une époque. Maintenant, il y a plein de populations qu'on écoute beaucoup avec ces réseaux pour comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qu'elles ont envie d'entendre, qu'est-ce qu'elles ont envie de voir, et toujours en confrontant, à mon sens, ce qui est l'objet du luxe, c'est de ne pas être malgré tout, dans un phénomène de j'écoute donc je fais, mais j'écoute ce que les gens disent, mais malgré tout je suis dans un phénomène d'offre, parce que quand on est dans le domaine du luxe, on est dans l'offre. Donc c'est pour répondre à la question, comment est-ce qu'on reste des marques d'offre, surprendre le consommateur, le bluffer en fait en permanence, et en même temps on sait parfaitement qui il est, on l'écoute, on a du respect pour lui ou pour elle, et ça, je pense que c'est un élément assez clé de respecter le consommateur. Les Chinois, c'est plein de typologies de population qu'on va apprendre à connaître à travers ces réseaux sociaux. La part de la Chine dans l'univers du luxe est immense. Vous connaissez certainement mieux que moi les chiffres. Moi, j'ai trouvé que c'était environ 20% en 2020, d'après une étude de Bain et compagnie. Qui est une étude qui fait référence. D'accord, donc vous confirmez ce chiffre. La Chine est donc plus que jamais un marché privilégié pour le luxe et LVMH donc. Bien évidemment, une population énorme, mais comme vous l'avez dit, dans sa diversité de génération, dans sa diversité également de territoire, d'approche, de culture, de façon de comprendre le luxe. Donc oui, l'importance d'un marché qui est d'ailleurs en avant-garde souvent, qui est en demande, qui est en recherche de preuves, de certitudes, et qui, dans le luxe français, trouve la réponse à ces questions. Nous avons cette place particulière, ça pourrait donner de la facilité, ça pourrait donner de la négligence, de la désinvolture, ça donne au contraire pour nous de l'exigence, de la contrainte et d'être les meilleurs. C'est ce qu'on fera d'ailleurs au China International Expo, et nous espérons que nous serons visités. On avait reçu 500 000 communications sur nos sites, rien que sur ce salon il y a 2 ans. Ah oui. Je suis sûr qu'on va dépasser le million. C'est un moyen extraordinaire, une porte-voix, une longue vue extraordinaire. Élie Papiernik, est-ce qu'il y a de l'inspiration aujourd'hui à chercher auprès des marques chinoises ou des stratégies justement digitales chinoises, vous qui connaissez très très bien ce marché avec vos équipes qui les étudient de très près? Il y a plusieurs choses à apprendre, en fait, et des consommateurs et des entrepreneurs chinois. C'est d'abord, il y a un enthousiasme que je trouve fantastique. À chaque fois que je suis allé en Chine, et je suis allé de nombreuses fois, c'est vraiment cet enthousiasme. Je parlais de la passion tout à l'heure, mais d'une façon générale, un enthousiasme, une vision aussi très, très innovante. C'est-à-dire qu'eux, ils sautent des classes en permanence. Quand nous, dans une activité de création, on montre des choses et ils nous ont dit souvent... Mais en fait, on a envie de... Et comment ce serait si c'était encore plus incroyable, plus nouveau, plus original, etc. Donc, je pense que cet enthousiasme, doublé d'une vision très innovante, voilà, ça c'est important. Une forme de modestie. Et quand je dis ça, je sais que je vais en choquer quelques-uns, parce qu'il y a en même temps une énorme ambition des Chinois, que ce soit dans la distribution, dans les marques et même dans les clients, et en même temps une forme d'humilité, c'est-à-dire que c'est des gens qui savent qu'ils ne savent pas. Par exemple, c'est vrai que j'ai souvent entendu dire, à propos de nos marques, de nos fabrications, en fait, personne ne sait faire du verre comme on fait du verre dans la vallée de la Brelle. Et en fait, c'est des gens qui savent lorsqu'ils ne savent pas. Les gens qui ont du savoir ont une valeur. Le savoir a une valeur, la connaissance, la tradition a une valeur. Tout ça, c'est très, très important. Et ils voient en nous, les Français, des gens avec un peu la même... la même importance donnée à l'histoire, aux traditions, aux valeurs, etc.
Alors, cette année, c'est l'anniversaire des 20 ans de l'entrée de la Chine à l'OMC. Comment aborder une mondialisation dans laquelle la Chine joue un rôle de premier plan? Marc-Antoine Jamet. Il ne peut pas avoir une mondialisation chinoise et une mondialisation mondiale. Deux mondialisations différentes. Quand on vend des produits en Chine, il est normal qu'on ne vende pas des produits qui soient différents de ceux qu'on a vendus en Europe et aux États-Unis. Donc, s'il y a toute une série de questions qui sont des questions de règles, des questions d'indicateurs, des questions de certification, des questions de preuve de l'innocuité, je trouve que c'est une bonne chose que cette mondialisation s'opère. Maintenant, il faut qu'elle s'opère dans un climat d'équilibre, un climat général, un climat de transparence. Il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde, il faut que personne n'impose ses règles à personne. Et je pense que c'est une bonne chose que la Chine soit un acteur. On ne peut pas considérer que 2 milliards de consommateurs, d'un côté, l'atelier du monde, comme on l'a souvent dit, de l'autre, avec des choses qui sont en train de se redéfinir, relocalisation, indépendance, qui sont des choses nécessaires que chaque pays, la France par exemple, doit défendre, mais on ne peut pas avoir de système, la planète elle est une, et il faut que de ce point de vue-là, l'OMC soit un laboratoire, un endroit où la discussion s'opère et où chacun puisse échanger. Merci à tous les deux pour ces échanges. Nous allons maintenant accueillir Mathilde Aubineau et Philippe Branche pour la deuxième partie de cette émission. Bonjour Mathilde Aubineau et Philippe Branche et merci de nous rejoindre dans cette émission. Mathilde Aubineau, vous êtes une communicante et vous avez fondé la Saga des Audacieux, un site internet sur le leadership. Vous enseignez la communication et vous préparez à des concours d'enseignement supérieur. Et vous, bonjour. Philippe Branche, vous êtes un ancien élève de Sciences Po et de l'ESSEC, de l'Université de Pékin et de l'Université des langues de Pékin et vous travaillez actuellement dans la finance à Paris. Et donc, vous êtes tous les deux auteurs d'un livre qui s'intitule « Mieux comprendre la Chine ». Alors, dans ce livre, vous nous donnez des conseils pragmatiques pour comprendre la Chine, des conseils qui peuvent s'avérer utiles notamment pour ceux qui veulent faire des affaires avec la Chine. Comment vous est venue l'idée de ce livre et comment s'inscrit-il dans votre parcours à tous les deux? Mathilde Aubineau, peut-être, pour commencer. Oui, alors on a mûri ce projet en commençant déjà par des articles. C'est en me rendant pour la première fois en Chine, à Shanghai, pour rendre visite à Philippe. Je me suis rendu compte, ça a été une vraie découverte finalement, qu'il y a un vrai écart entre la manière dont on la raconte en France, en Europe, et puis la réalité beaucoup plus complexe que finalement que ce qu'elle se laisse dire, se laisse raconter. Et donc on est parti à la rencontre de Chinois, de Français installés également en Chine, dans différentes villes, et on a voulu poursuivre avec cet ouvrage qui permet de donner quelques clés, qui permet d'ouvrir quelques portes pour mieux saisir, pour mieux se rendre compte de la Chine, ce qu'elle représente, cette culture, sa potentialité également. Et vous, Philippe Branche, c'est un peu différent parce que vous avez un parcours scolaire, universitaire, avec le chinois notamment. Oui, donc c'est parti en fait d'un constat assez simple. En fait, quand je revenais en France après mon expérience en Chine, je voyais que à la fois mes camarades ou même les gens que je pouvais interviewer à travers Forbes, en fait, ne connaissaient pas très bien la Chine. Ah oui, vous étiez pour Forbes à Hong Kong à l'époque. Voilà, j'écrivais effectivement pour Forbes à Hong Kong. Et en fait, quand on parle, par exemple, de voyages qu'on fait à l'intérieur de la Chine, par exemple à Changsha, à Harbin, des villes qui sont en fait gigantesques en Chine et qui sont plus grandes que Paris. Et en fait, les gens de notre âge ne connaissent absolument pas cette Chine qui se développe, où en fait, on a toutes les grandes marques de luxe françaises. Et donc, on s'est dit qu'il y avait une opportunité là, avec Mathilde, d'écrire un livre pour donner en fait des clés, une porte d'entrée en fait à quelqu'un qui ne connaîtrait pas vraiment la Chine et de mieux comprendre d'un point de vue culturel, économique, d'un point de vue de la communication, un petit peu mieux la Chine et pour avoir en fait donné le goût de la découverte de la Chine. Voilà, Alors vous montrez dans ce livre des spécificités de la Chine et des choses qu'on ne connaît pas forcément en tant que Français, mais aussi vous montrez des points communs qui existent entre la culture chinoise et la culture française, on va dire européenne. Quelles sont d'après vous les principales différences et les principaux points communs, les choses qu'il faut savoir aussi pour travailler avec la Chine et ne pas commettre de faux pas?
Alors ça, c'est important en communication, bien entendu, et la communication interpersonnelle, dans quelle manière j'essaie de tisser un lien, d'interagir. Il y a le concept du mianze, par exemple, et ça, c'est un vrai sujet. Comment est-ce que je mets à l'aise, finalement, mon interlocuteur? Comment je fais en sorte qu'il soit confiant? Et ça, c'est un vrai sujet. On n'en a pas forcément conscience quand on s'exprime entre Français. Mais voilà, c'est vraiment travailler, être attentif sur la manière dont mon interlocuteur reçoit, échange aussi. Donc voilà, c'est vraiment être très, très rigoureux dans la relation à l'autre, par exemple. Élie Papiernik, vous qui justement accompagnez des marques, vous voulez ajouter quelque chose sur justement cette question de respecter, vous en parliez tout à l'heure, la culture, mais aussi d'être un peu radical, vous le disiez. Il y a deux choses. D'abord, je trouve vraiment formidable d'avoir fait ce projet de livre, pour vous deux. Et nous, c'est drôle parce qu'on vient de faire un livre sur le rouge en Chine. Et c'est exactement la question que vous me posez. C'est-à-dire que on a écrit ce livre en disant, avec notre métier, qui est un peu différent de votre approche, c'est comment je peux expliquer la richesse justement de cette culture. Un autre exemple qui est pour moi très frappant de cette compréhension, c'est l'égalité homme-femme. Aujourd'hui, par exemple pour le monde de la beauté, c'est une vision de la femme qui est complètement égalitaire. C'est vraiment ces femmes assez assumées, très tranquilles, assez puissantes. Et ça, par exemple, c'est absolument indispensable de le connaître quand on va faire de la communication ou des produits en Chine. Vous voulez ajouter quelque chose, Marc? Non, je crois qu'il y a 3 mots. Il y a aimer, comprendre et respecter. Pour arriver en Chine, il faut aimer la Chine. Si on n'aime pas la Chine, et parfois ça peut arriver, eh bien, c'est pas la peine, parce qu'il faut l'aimer, et après, il faut la comprendre. Et c'est vrai que la valeur du rouge, un certain nombre de principes, il y a quand même des grands invariants. Et cela, il faut les comprendre un tout petit peu. Il y a de la spiritualité, il y a du principe, il y a de la philosophie. Si on arrive avec notre matérialisme européen, ça ne va pas. Et puis respecter. Respecter ça, je pense qu'à travers une Chine qui paraît occidentale ou qui paraît européenne, il y a quand même une âme chinoise qui reste. Et celle-ci, il ne faut pas confondre les choses. Mais il faut l'aimer. Moi, quand je vois les vues qui sont derrière vous... Moi, mon fils a été étudiant comme vous à Shanghai, il la connaît mieux. Moi, j'y ai été une centaine de fois. Vous y avez beaucoup été, vous y avez vécu. Voilà, il faut avoir envie d'y aller et d'y retourner. Quand je vois les images qui sont derrière vous, j'ai terriblement envie de pouvoir prendre un avion et d'aller à Shanghai ou à Pékin. Philippe Branche, je vois que vous acquiescez. Vous voulez ajouter quelque chose? Moi aussi, j'ai qu'une hâte, c'est que les frontières se réouvrent et de retourner, moi aussi, en Chine continentale. Et je revenais à ce que vous dites. Effectivement, en fait, en Chine, par exemple, pour la question des femmes que vous avez évoquée, en fait, la Chine a certains écarts très avancés depuis assez longtemps. Je pense à des citations, par exemple, de Mao qui disait que la Chine tient la moitié du ciel et du monde. Et en fait, quand on regarde, par exemple, le nombre de femmes milliardaires en fait en Chine, la place en fait des femmes dans le business est très importante. Et ça, c'est quelque chose qui est en fait où ils étaient en avance par rapport à nos sociétés occidentales et qu'on a par exemple évoqué. Je pense par exemple à Yan Lan qu'on avait pu interviewer pour ce livre, qui était la CEO de Lazare Pékin et justement qui nous avait bien expliqué en fait la place de la banque Lazare à Pékin, qui nous avait expliqué en fait la place des femmes dans la société chinoise depuis en fait assez longtemps. Alors, la conclusion de votre livre s'intitule « Demain, une harmonie sino-occidentale ». Pour vous, c'est par une meilleure connaissance mutuelle que cette harmonie pourra se développer, Mathilde Aubineau? Oui, il y a ce qu'on considère souvent comme un défaut et qui pourtant est une formidable qualité, c'est la curiosité. Essayer d'aller plus loin, d'essayer de comprendre, alors par la littérature, par la culture justement, d'essayer de comprendre vraiment ce qui anime aussi les Chinois dans leur façon de faire. Là, dans quelques jours, on va avoir le Singles Day, c'est un jour extrêmement important en Chine. Et donc, le 11-11, donc le... Ouais. Voilà, et ça c'est une date... Journée des célibataires. Voilà, et donc pourquoi c'est important pour les célibataires et pourquoi aussi les marques ont investi également cette journée qui finalement accumule les superlatifs. Donc c'est vraiment intéressant de comprendre, d'aller plus loin, d'approfondir également ces sujets-là. Et puis pour finir, peut-être, Philippe Branche, c'est une question qu'on se posait déjà dans la première partie. Est-ce qu'il y aurait des choses dont on pourrait s'inspirer aujourd'hui de la Chine ici en France? Oui, je pense que c'est une excellente question. Moi, je résumerai en 2 points. Je dirais c'est la volonté et l'organisation. Un peu différent de ce que nous a dit Élie Papiernik, mais cerveau gauche, allez-y. La volonté, c'est quelque chose qu'on peut voir en fait dans la Chine à tout niveau. En fait, quand on prend un taxi à Pékin et qu'on parle avec un taxi pékinois, on sent qu'il y a une volonté en fait de s'en sortir. Du même niveau que si on parle, par exemple à Yan Lan ou à des CEO, en fait. Il y a cette vraie volonté d'une sorte de renaissance chinoise, de retrouver
la place de la Chine historique. Donc ça, je dirais, cette espèce de vouloir vivre qu'on trouve en Chine, qu'on sent partout, vraiment à tout niveau, voilà, dans la Chine de tous les jours, qui est, je dirais, très inspirante, même pour les Français. Et l'organisation, alors ça, moi, je trouve ça, c'est les choses les plus fascinantes quand on voyage en Chine, qu'on a l'opportunité de voir, par exemple, les grandes constructions chinoises. Je pense, par exemple, le pont entre Hong Kong et Macao. Je pense, par exemple, au barrage des Trois Gorges. Et en fait, toutes ces gigantesques constructions qui ont été faites en un temps, mais extrêmement bref, et qui sont extrêmement inspirants, qui montrent en fait une capacité, malgré la masse énorme de la population chinoise, de s'organiser. Et c'est ça qu'il y a de remarquable et d'admirable, et ce que je pense beaucoup de pays peuvent s'en inspirer. Donc cette volonté, cette organisation. Merci, ce sera le mot de la fin de cette émission. Je vous remercie tous les quatre, Mathilde Aubineau, Philippe Branche, Marc-Antoine Jamet et Élie Papiernik, d'être venus discuter de la Chine et des relations avec la France. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt dans un prochain numéro de Pour tout vous dire.